On m'a longtemps appris à croire que la connaissance devait être fragmentée, rangée dans des cases, expliquée uniquement par des mots modernes. Pourtant, ce que j'ai découvert en étudiant les enseignements attribués à Thoth va bien au-delà de ce cadre. Ces enseignements ne parlent pas de croyance, mais de lucidité. Ils ne cherchent pas à impressionner, ils cherchent à réveiller. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'ils ne commencent jamais par promettre des miracles. Ils commencent par une mise en garde claire. Tant que l'être humain cherche des réponses à l'extérieur, il restera prisonnier de ses propres illusions. Dans cette transmission ancienne, la première idée est simple mais dérangeante. Le monde ne se révèle pas à ceux qui accumulent des informations, mais à ceux qui apprennent à observer sans filtre. Thoth insiste sur le fait que la majorité des êtres voient sans regarder et écoutent sans entendre. Ils vivent dans une réaction constante, absorbés par le bruit, les habitudes et les attentes des autres. Selon cet enseignement, la vraie ignorance ne vient pas d'un manque de savoir, mais d'une attention mal orientée. Un autre point central apparaît très tôt. L'esprit humain fonctionne comme une porte. Soit elle reste entr'ouverte, laissant passer seulement ce qui confirme ce que l'on croit déjà, soit elle s'ouvre réellement, laissant entrer l'inconnu. Thoth explique que la peur de l'inconnu est le premier verrou. Tant que cette peur dirige les choix, la perception reste limitée. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence directe. Ce que l'on refuse de regarder finit par disparaître de notre réalité. Ces enseignements abordent aussi la notion de temps, mais d'une manière radicalement différente de celle que l'on nous enseigne aujourd'hui. Le temps n'est pas présenté comme une ligne rigide, mais comme une expérience intérieure. Pour Thoth, celui qui vit uniquement dans le passé ou dans l'anticipation du futur abandonne sa seule véritable source de pouvoir, l'instant présent. Ce n'est pas une idée abstraite. Il explique que toute transformation réelle commence par une présence totale à ce qui est, ici et maintenant. Un passage m'a particulièrement marqué concernant la parole et le silence. Thoth affirme que la plupart des êtres parlent trop tôt et se taisent trop tard. La parole, lorsqu'elle est inconsciente, disperse l'énergie. Le silence, lorsqu'il est choisi, la concentre. Apprendre à se taire intérieurement devient alors un acte de clarté, pas de retrait. Ce silence n'est pas une fuite du monde, mais une manière d'y entrer avec plus de justesse. Il est aussi question de pouvoir, mais pas dans le sens habituel. Le pouvoir dont il est question n'est jamais exercé sur les autres. Thoth répète que celui qui cherche à contrôler l'extérieur révèle une incapacité à se gouverner lui-même. Le véritable pouvoir se manifeste par la maîtrise des réactions, des impulsions et des émotions automatiques. Tant que ces forces dirigent l'individu, il reste prévisible et donc manipulable par son environnement. Enfin, dès les premiers enseignements, une idée revient comme un fil conducteur. La réalité répond à l'état intérieur, non aux désirs exprimés. Vouloir sans alignement crée de la frustration. Observer, comprendre et ajuster son état intérieur crée des ouvertures naturelles. Ce n'est pas une promesse magique, mais une mécanique subtile. Ce que l'on nourrit intérieurement finit toujours par chercher une forme à l'extérieur. Ce n'est que le début. Ces premiers enseignements posent les fondations. Ils ne cherchent pas à convaincre. Ils invitent à vérifier par soi-même, et plus on avance, plus une chose devient claire. Ce savoir n'a jamais été conçu pour être confortable, mais pour être transformateur. En avançant dans ces enseignements, une idée devient impossible à ignorer. La plupart des êtres humains vivent en mode automatique sans jamais remettre en question la source de leurs pensées. Thoth explique que penser ne signifie pas être conscient. Elles ne viennent pas d'une réflexion profonde,
mais d'un conditionnement ancien. Tant que l'individu ne distingue pas ce qui naît en lui de ce qui lui a été injecté, il confondra toujours sa voix intérieure avec le bruit collectif. Un enseignement central insiste sur l'observation de soi, non pas une observation morale ou culpabilisante, mais une observation froide et lucide. Thoth décrit l'esprit comme un terrain où poussent naturellement des habitudes mentales. Certaines sont utiles, d'autres toxiques. Si personne n'entretient ce terrain consciemment, ce sont les forces extérieures qui le font à sa place. Observer ses réactions, ses jugements immédiats et ses résistances devient alors une pratique essentielle, car c'est à cet endroit précis que se cachent les chaînes invisibles. Il est aussi beaucoup question d'émotions, mais d'une manière que peu de traditions abordent clairement. Les émotions ne sont ni des ennemis, ni des guides absolus. Elles sont des signaux. Thoth explique que l'être humain moderne a appris soit à réprimer ses émotions, soit à leur obéir aveuglément. Dans les deux cas, il perd sa souveraineté intérieure. Comprendre une émotion sans s'y identifier permet de récupérer l'énergie qu'elle contient au lieu de la gaspiller dans des réactions répétitives. Un autre enseignement rarement mentionné concerne l'illusion de la connaissance spirituelle. Thoth met en garde contre ceux qui accumulent des symboles, des rituels et des concepts sans transformation intérieure réelle. Selon lui, la connaissance qui ne modifie pas le comportement est une distraction raffinée. Elle donne l'illusion de l'évolution tout en maintenant l'individu exactement au même niveau de conscience. Ce point est particulièrement dérangeant car il force à une honnêteté radicale avec soi-même. La notion de choix est également revisitée. Thoth affirme que la majorité des choix ne sont pas des choix, mais des réflexes. Choisir en conscience demande une pause intérieure, un espace entre l'impulsion et l'action. C'est dans cet espace que réside la liberté. Sans cet espace, l'être humain réagit toujours de la même manière, même lorsqu'il croit changer de direction. La répétition déguisée en nouveauté est l'un des pièges les plus subtils. Il est aussi question de vérité, mais pas comme quelque chose que l'on peut posséder. La vérité, selon ses enseignements, est une expérience vivante. Elle ne se répète pas mécaniquement. Ce qui était vrai hier peut devenir un obstacle aujourd'hui si l'on s'y accroche par habitude. Thoth invite à rester mobile intérieurement, à ne pas transformer les compréhensions passées en dogmes figés. La rigidité intérieure est présentée comme l'un des signes les plus clairs de stagnation. À ce stade, une chose devient évidente. Ces enseignements ne cherchent pas à rassurer. Ils enlèvent progressivement les appuis artificiels sur lesquels l'ego s'est construit. Ce processus peut être inconfortable, mais il ouvre un espace nouveau, un espace où l'individu commence à se percevoir non comme une victime des circonstances, mais comme un participant actif de son expérience. Plus on avance dans ces enseignements, plus une idée s'impose avec force. La perception humaine est profondément limitée, non par la réalité elle-même, mais par l'interprétation constante que l'on en fait. Thoth explique que l'être humain ne vit presque jamais les événements tels qu'ils sont. Il vit à travers un filtre composé de croyances, de peurs anciennes et de récits intérieurs. Ce filtre agit comme une lentille déformante. Deux personnes peuvent traverser la même situation et en extraire des réalités totalement opposées, simplement parce qu'elles n'observent pas depuis le même état intérieur. Un enseignement fondamental concerne l'identification. Thoth affirme que la majorité des souffrances viennent du fait de se confondre avec ce que l'on traverse. Une pensée apparaît, et l'on devient cette pensée. Une émotion surgit, et l'on devient cette émotion. Un rôle social est endossé, et l'on croit être ce rôle. Cette fusion permanente empêche toute clarté. Apprendre à se désidentifier ne signifie pas se détacher du monde, mais retrouver une position d'observateur stable,
capable de traverser l'expérience sans s'y perdre. Il est également question de dualité, mais pas comme un concept philosophique abstrait. Thoth parle de la tendance humaine à diviser constamment la réalité en opposés rigides, bien et mal, succès et échec, lumière et obscurité. Selon ses enseignements, cette fragmentation empêche de comprendre le mouvement réel de la vie. Ce que l'on appelle obscurité contient souvent une information essentielle, et ce que l'on appelle lumière peut devenir aveuglant lorsqu'on s'y attache sans discernement. La sagesse consiste à voir les deux pôles sans se laisser enfermer par aucun. Un autre point, rarement évoqué, concerne l'énergie dispersée. Thoth explique que chaque regret, chaque anticipation excessive, chaque rumination mentale consomme une énergie précieuse. L'être humain moderne vit dans une fuite constante de son propre potentiel. Cette perte n'est pas visible immédiatement, mais elle se manifeste par une fatigue diffuse, un manque de clarté et une sensation de tourner en rond. Reprendre possession de son énergie commence par une discipline intérieure, simple mais exigeante. Ramener l'attention là où se trouvent le corps et l'esprit, plutôt que là où l'imagination projette des scénarios. Les enseignements abordent aussi la relation à l'autre. Thoth affirme que la plupart des conflits ne naissent pas de l'autre, mais de l'image que l'on se fait de lui. Attente, projection, désir non exprimé créent des tensions invisibles. Tant que l'on cherche à être reconnu, compris ou validé par l'extérieur, on remet son équilibre entre les mains de facteurs instables. Selon cette vision, la relation la plus importante est celle que l'on entretient avec son propre état intérieur. Lorsque cet état devient stable, les relations cessent d'être des champs de bataille et deviennent des espaces d'échange. Il est aussi question de responsabilité, mais d'une manière radicale. Thoth ne parle pas de culpabilité ni de faute. Il parle de lucidité. Reconnaître que l'on participe à ce que l'on vit ne signifie pas nier les circonstances extérieures, mais comprendre que la manière dont on y répond détermine l'expérience finale. Cette responsabilité n'écrase pas, elle libère. Elle redonne un pouvoir là où l'on se croyait impuissant. À ce stade, ces enseignements commencent à produire un effet particulier. Ils ne donnent pas de réponse toute faite, mais ils déplacent les questions. Au lieu de demander pourquoi cela m'arrive, une autre interrogation apparaît naturellement. Depuis quel état intérieur je vis cela? Ce simple déplacement change profondément la relation à la réalité et prépare le terrain pour des enseignements encore plus subtils. À ce niveau des enseignements, une vérité commence à se dessiner avec netteté. La plupart des êtres ne souffrent pas de ce qui leur arrive, mais de la résistance intérieure qu'ils opposent à ce qui est. Thoth explique que la résistance est une contraction de la conscience. Plus elle est forte, plus la perception se rétrécit. Cette contraction crée l'illusion d'être coincé, alors que la situation extérieure n'est souvent qu'un passage. Ce qui enferme réellement, c'est le refus intérieur d'accueillir l'expérience telle qu'elle se présente. Un enseignement central concerne la notion d'effort. Thoth affirme que l'être humain confond souvent effort et tension. L'effort juste et silencieux, précis et aligné, et la tension, elle, naît de la peur de perdre le contrôle. Lorsque l'action est guidée par cette peur, elle devient lourde, inefficace et épuisante. Apprendre à agir sans tension demande une présence accrue, mais libère une énergie considérable. Ce n'est pas moins d'action, c'est une action débarrassée du conflit intérieur. Les enseignements abordent également la mémoire, non pas comme un simple stockage d'informations, mais comme un champ vivant. Selon Thoth, beaucoup d'êtres vivent enfermés dans des mémoires non digérées, expériences passées, blessures anciennes, humiliations ou échecs
continue d'influencer les décisions actuelles sans jamais être remis en question. Tant que ces mémoires gouvernent l'état intérieur, le présent devient une répétition déguisée du passé. Voir une mémoire se déclencher sans s'y identifier est présenté comme un acte de libération profonde. Il est aussi question de désir. Mais là encore, l'approche est déroutante. Thoth ne condamne pas le désir. Il en expose la mécanique. Le désir devient source de souffrance lorsqu'il est utilisé pour combler un vide intérieur. Dans ce cas, même lorsqu'il est satisfait, il laisse une trace d'insatisfaction. À l'inverse, lorsqu'il naît d'un état de plénitude, il devient un mouvement naturel, sans attachement compulsif au résultat. Cette distinction change complètement la relation à l'ambition et à la réussite. Un autre enseignement rarement mis en lumière concerne la solitude. Thoth explique que beaucoup craignent la solitude, non pas parce qu'elle est vide, mais parce qu'elle révèle ce qui a été évité. Dans le silence et l'absence de distraction, les mécanismes intérieurs deviennent visibles. Cette confrontation peut être inconfortable, mais elle est nécessaire. La solitude consciente est présentée comme un espace d'intégration où l'être cesse de se définir par les regards extérieurs. Les enseignements parlent aussi de l'erreur, mais sans jugement. L'erreur n'est pas vue comme un échec, mais comme une information. Thoth insiste sur le fait que ce n'est pas l'erreur qui enferme, mais l'attachement à l'image que l'on a de soi. Lorsque l'ego refuse de reconnaître une erreur, il se rigidifie. Lorsque l'erreur est observée avec honnêteté, elle devient un ajustement naturel du mouvement intérieur. Cette approche transforme radicalement la manière d'apprendre et d'évoluer. Progressivement, ces enseignements amènent à une forme de dépouillement. Les récits intérieurs perdent de leur poids, les réactions automatiques ralentissent, et une clarté nouvelle commence à émerger. Ce n'est pas une exaltation, mais une stabilité. À ce stade, une question devient inévitable. Que reste-t-il lorsque les conditionnements tombent? C'est précisément là que les enseignements suivants prennent tout leur sens. En poursuivant cette exploration, un enseignement devient central et profondément déstabilisant. L'identité que la plupart des êtres défendent n'est pas ce qu'ils sont, mais ce qu'ils ont appris à être. Thoth explique que l'individu construit très tôt une image de lui-même pour s'adapter, être accepté, survivre symboliquement. Cette image finit par devenir une armure. Elle protège, mais elle enferme. Plus on s'y identifie, plus il devient difficile de percevoir la réalité sans déformation, car chaque expérience est interprétée à travers le besoin de préserver ce personnage intérieur. Un autre enseignement rarement compris concerne la volonté. Thoth distingue la volonté forcée de l'intention claire. La volonté forcée naît du conflit intérieur. Elle cherche à imposer un résultat pour apaiser une peur ou prouver une valeur personnelle. L'intention claire, au contraire, ne lutte pas contre le réel. Elle oriente sans rigidité. Selon ces enseignements, lorsque l'intention est juste, l'action devient fluide et les obstacles perdent leur caractère dramatique. Ils deviennent des ajustements, non des oppositions. La question de la maîtrise intérieure revient avec insistance, mais sans austérité. Thoth affirme que la maîtrise ne consiste pas à supprimer les désirs ou les émotions, mais à ne plus en être esclave. Celui qui est gouverné par ses impulsions réagit toujours trop tôt ou trop tard. Celui qui développe une présence stable peut répondre avec justesse. Cette différence semble subtile, mais elle transforme profondément la trajectoire d'une vie. Elle déplace l'être humain d'un mode réactif vers un mode conscient. Il est également question de rythme. Thoth insiste sur le fait que tout dans l'existence suit des cycles naturels. Forcer un mouvement avant qu'il ne soit mûr crée de la friction. Attendre indéfiniment crée de l'inertie. Apprendre à sentir le bon moment demande une écoute intérieure fine. Ce sens du timing n'est pas intellectuel,
Il se développe lorsque l'agitation mentale diminue et que l'attention devient plus ancrée dans le corps et l'instant présent. Les enseignements abordent aussi la peur de manière directe. Thoth ne la décrit pas comme un ennemi à combattre, mais comme un indicateur. La peur signale une zone d'attachement ou une illusion de contrôle. La fuir renforce son emprise. La regarder, sans se justifier ni se condamner, permet de dissoudre progressivement sa charge. Selon cette vision, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à agir sans lui obéir. Un point particulièrement subtil concerne la recherche de sens. Thoth explique que beaucoup cherchent un sens à l'extérieur pour éviter d'habiter pleinement leur propre expérience. Ils espèrent qu'une mission, un rôle ou une reconnaissance viendra combler une insatisfaction profonde. Or, selon ces enseignements, le sens n'est pas trouvé. Il émerge naturellement lorsque l'être cesse de se fragmenter intérieurement. Lorsque l'attention, l'action et l'intention s'alignent, la vie cesse d'être une question et devient une expression. À ce stade, les enseignements ne laissent plus beaucoup d'échappatoires. Ils ramènent constamment à une responsabilité silencieuse, non pas celle de réussir ou d'échouer, mais celle d'être présent à ce qui se joue intérieurement à chaque instant. Cette présence devient le socle à partir duquel tout le reste s'organise. Et c'est précisément sur cette base que les enseignements suivants abordent des aspects encore plus profonds de la réalité et de la conscience. À ce stade des enseignements, une bascule silencieuse s'opère. Thoth ne parle plus seulement de transformation intérieure, mais de la manière dont cette transformation modifie la relation à la réalité elle-même. Il explique que le monde ne change pas parce que l'on a compris quelque chose, mais parce que l'on cesse de nourrir certains états intérieurs. Ce que l'on appelle changement extérieur est souvent la conséquence différée d'un réajustement invisible. Tant que l'on attend que les circonstances évoluent pour se sentir différent, rien de durable ne se produit. Un enseignement central porte sur l'attention. Thoth affirme que l'attention est la ressource la plus précieuse et la plus gaspillée. Là où l'attention se pose, l'énergie suit. La plupart des êtres dispersent leur attention dans des préoccupations secondaires, des comparaisons, des scénarios imaginaires ou des conflits inutiles. Cette dispersion crée une sensation de manque permanent. Apprendre à rassembler son attention, même dans des gestes simples, restaure une cohérence intérieure qui influence naturellement les événements vécus. Il est également question de projection. Thoth explique que l'être humain attribue souvent au monde extérieur ce qu'il refuse de voir en lui. Les critiques envers les autres, les jugements rapides et les oppositions systématiques sont présentés comme des miroirs déguisés. Reconnaître ces projections ne signifie pas nier les faits, mais comprendre que la charge émotionnelle associée révèle un attachement intérieur non résolu. Lorsque cette charge disparaît, la situation extérieure perd une grande partie de son pouvoir perturbateur. Les enseignements abordent aussi la notion d'influence, mais de manière subtile. Thoth affirme que l'influence la plus profonde ne passe pas par les mots, mais par l'état intérieur. Une personne alignée, calme et cohérente, agit comme un point de stabilité dans son environnement. Sans chercher à convaincre, elle modifie les dynamiques autour d'elle. À l'inverse, celui qui tente de changer les autres sans se transformer lui-même renforce souvent les résistances qu'il combat. Un autre point rarement compris concerne la notion de progrès. Thoth explique que le chemin n'est pas linéaire. Il y a des phases d'ouverture et des phases de retrait. Interpréter un moment de confusion ou de stagnation comme un échec est une erreur fréquente. Ces phases servent souvent à intégrer ce qui a été compris intellectuellement. Vouloir avancer trop vite crée une rupture intérieure. Accepter les rythmes naturels permet une transformation plus stable et plus profonde.
il est aussi question de simplicité. Toth insiste sur le fait que la clarté n'est jamais complexe. Ce qui est confus l'est parce que trop de couches ont été ajoutées. Croyances, attentes, interprétations et peurs se superposent jusqu'à masquer l'essentiel. Retirer ces couches demande du courage, car beaucoup y ont construit leur identité. Mais une fois cette simplification amorcée, la réalité devient étonnamment lisible. À ce niveau, les enseignements prennent une tonalité presque silencieuse. Ils invitent moins à comprendre qu'à incarner. Les mots deviennent des indicateurs, non des vérités à mémoriser. Ce qui compte n'est plus ce que l'on sait, mais la manière dont on habite chaque instant. Cette présence transforme la relation au temps, aux autres et à soi-même, sans effort apparent. Dans cette dernière phase des enseignements, une compréhension plus profonde se stabilise. La recherche cesse progressivement d'être une quête et devient une manière d'être. Toth explique que tant que l'on cherche à atteindre un état particulier, on se projette hors de l'expérience présente. Cette projection crée une tension subtile, souvent invisible, qui maintient l'esprit dans l'attente. Lorsque cette attente tombe, quelque chose change naturellement. La présence n'est plus un objectif. Elle devient le point de départ. Un enseignement clé concerne la confiance, mais pas celle que l'on accorde à des idées ou à des promesses. Toth parle d'une confiance silencieuse dans le mouvement de la vie. Cette confiance ne repose pas sur des certitudes intellectuelles, mais sur une observation répétée. Lorsque l'on cesse de lutter contre ce qui est, les situations trouvent d'elles-mêmes leur juste place. Cette confiance ne rend pas passif, elle rend précis. L'action naît alors d'une clarté intérieure plutôt que d'une urgence émotionnelle. Les enseignements abordent aussi la notion de détachement, souvent mal comprise. Toth précise que le détachement n'est pas une indifférence froide. Il s'agit de ne plus s'accrocher à une forme particulière de résultat. Lorsque l'attachement domine, l'esprit se contracte et la perception se ferme. Lorsque l'attachement se relâche, la créativité réapparaît. Paradoxalement, c'est souvent à ce moment que les choses se mettent en place avec plus de fluidité. Un autre point essentiel concerne la relation à l'inconnu. Toth affirme que l'être humain cherche constamment à sécuriser l'avenir par des projections mentales. Cette stratégie crée une illusion de contrôle, mais génère aussi une anxiété permanente. Apprendre à rester ouvert à l'inconnu ne signifie pas abandonner toute structure, mais accepter que la vie dépasse toujours les scénarios mentaux. Cette ouverture transforme l'incertitude en espace de possibilités plutôt qu'en menace. Il est également question de cohérence intérieure. Toth explique que beaucoup de conflits viennent d'un décalage entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on fait. Tant que ces trois dimensions ne sont pas alignées, une tension persiste. Cette tension se manifeste par de la fatigue, de l'irritation ou un sentiment diffus de désaccord avec soi-même. Lorsque la cohérence s'installe, même les actions simples prennent une autre qualité. Elles deviennent justes, sans avoir besoin d'être spectaculaires. Les enseignements parlent aussi du rapport à la transmission. Toth affirme que le véritable savoir ne se transmet pas par accumulation de discours, mais par résonance. Celui qui incarne ce qu'il a compris influence naturellement, sans intention de convaincre. À l'inverse, celui qui cherche à transmettre sans transformation intérieure crée souvent plus de confusion que de clarté. Cette idée remet en question le besoin constant d'expliquer et de justifier. À ce stade, une évidence s'impose. Ces enseignements n'ajoutent rien à l'individu. Ils enlèvent ce qui n'est pas essentiel. Ils révèlent ce qui a toujours été là, mais obscurci par des couches de conditionnement. Ce dépouillement n'est pas une perte, mais un allègement. Il prépare naturellement le terrain pour le dernier mouvement,
celui où la compréhension cesse d'être verbale et devient une manière silencieuse de traverser la vie. Arrivé à ce point, quelque chose devient évident, sans avoir besoin d'être formulé intellectuellement. Les enseignements de Thoth ne cherchent pas à construire un nouvel idéal, ni à proposer une version améliorée de l'ego. Ils conduisent vers un état où l'on cesse progressivement de se définir par des rôles, des attentes ou des récits intérieurs. Ce n'est pas une disparition, mais une clarification. Ce qui reste lorsque les couches tombent est plus simple, plus stable et étonnamment plus vivant. Thoth insiste sur le fait que la liberté n'est pas une destination future. Elle apparaît lorsque l'on cesse de lutter contre l'expérience présente. Tant que l'esprit cherche ailleurs, il se divise. Lorsqu'il se pose pleinement dans ce qui est, sans justification ni rejet, une intelligence plus large devient perceptible. Cette intelligence n'est pas extérieure. Elle n'impose rien. Elle ajuste naturellement. Elle guide sans bruit, à travers une compréhension directe, plutôt qu'à travers des concepts. Un enseignement final concerne le rapport à la mort, mais pas dans un sens dramatique. Thoth parle de la mort comme d'un rappel constant de l'impermanence. Comprendre que toute forme est transitoire ne conduit pas au désespoir, mais à une intensité plus juste. Lorsque l'on cesse de s'accrocher à ce qui doit passer, chaque instant prend une valeur réelle. La vie n'est plus vécue comme une accumulation, mais comme une présence continue. Il est aussi question de simplicité ultime. Thoth affirme que la vérité ne demande aucun effort pour être maintenue. Ce qui demande de l'effort est toujours une construction. Plus l'être humain se rapproche de ce qui est essentiel, moins il a besoin de se protéger, d'expliquer ou de prouver. Cette simplicité n'est pas naïve. Elle est le résultat d'un long processus de désencombrement intérieur. Dans cette perspective, les 100 enseignements attribués à Thoth ne sont pas des règles à suivre, ni des dogmes à mémoriser. Ils sont des invitations répétées à regarder plus honnêtement, à ressentir plus directement et à agir avec plus de cohérence. Chacun pointe vers la même direction, non pas vers un savoir caché, mais vers une qualité d'attention oubliée, une attention capable de percevoir la vie sans filtre inutile. Ce chemin ne promet pas le confort, il promet la clarté. Et cette clarté change tout. Elle modifie la manière de penser, de ressentir, de décider et même de se taire. Elle ne crée pas une séparation avec le monde, elle rétablit un contact plus authentique avec lui. Ce qui était confus devient lisible. Ce qui était lourd devient fluide, non pas parce que la réalité change, mais parce que la relation à celle-ci s'ajuste. Au final, ce que révèlent ces enseignements, c'est que rien n'a jamais manqué. Ce qui semblait inaccessible était simplement recouvert. En retirant les couches, une évidence silencieuse apparaît. Elle ne demande pas d'adhésion. Elle se vérifie dans l'expérience quotidienne. Et c'est peu. Être pour cette raison que ces enseignements ont traversé le temps sans jamais avoir besoin d'être proclamés. Ils n'attendent pas d'être crus. Ils attendent d'être vus.